Journal de veille, Pelvis, périnéologie, pluriprofessionnelle, 24 janvier 2026. Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de Pelvis, périnéologie, proposée par Erwan Lerumeur, kinésithérapeute à Paris 15. Émission d'information scientifique. Ce journal est informatif et ne remplace pas un avis médical individualisé. Les sources sont en description. Cette semaine, notre veille a remonté 59 articles. Voici notre sélection. Cette semaine, il y a peu d'articles douleurs pures. L'arbitrage a donc été de privilégier ce qui change vraiment la pratique et, par ricochet, ce qui évite des douleurs chroniques liées aux impasses de parcours. Constipation non repérée, complications post-opératoires mal anticipées et manque d'informations sur les options de traitement. Même quand le critère principal est la continence, ces leviers sont souvent ceux qui font passer d'un parcours long, anxiogène et douloureux à un parcours court et maîtrisé. À la une. Continence et constipation, un détail qui change tout. Dans International Urogynecology Journal, Beykan Sopuroğlu E, Sopuroğlu M, Tekiş D publie Constipation as a Hidden Barrier to Pelvic Floor Telerehabilitation, a randomized control trial in women with stress urinary incontinence. Essai randomisé contrôlé. 200 femmes de 18 à 60 ans avec incontinence urinaire d'effort, toutes incluses dans un programme de 12 semaines de rééducation télésupervisée en direct. Le groupe A reçoit uniquement la rééducation du plancher pelvien. Le groupe B reçoit la même base avec une prise en charge structurée de la constipation. Les auteurs évaluent les symptômes urinaires, un PAD test d'une heure, la force, Oxford, l'auto-efficacité, la conscience corporelle, la sévérité de la constipation, score de Wexner, la fréquence des selles et la qualité de vie. Résultat, les deux groupes progressent nettement sur les symptômes urinaires, les fuites, la force, l'auto-efficacité et la conscience corporelle, P inférieur à 0,001. Mais l'ajout de la prise en charge de la constipation apporte un gain supplémentaire. Le score ICI-QUISF baisse davantage, moins 7,9 plus ou moins 2,6, contre moins 6,4 plus ou moins 2,8. P égale 0,021. Les pertes au pas de test diminuent plus, moins 6,6 g contre moins 5,4. P égale 0,034. Et la qualité de vie s'améliore plus, moins 12,0 contre moins 9,3. P égale 0,026. Point clé, la sévérité de la constipation ne baisse que dans le groupe B, P inférieur à 0,001. Ce qu'on en tire. En pelvipérinéologie, un facteur simple, comme la constipation, peut bloquer la progression. En pratique, ce papier justifie une règle de triage. Si la réponse à la rééducation est lente ou incomplète, dépister et traiter le transit fait partie du traitement, au même titre que l'exercice. Et c'est aussi un message applicable au tableau douloureux, où l'intestin, la respiration, la perception corporelle et les comportements d'évitement peuvent entretenir la symptomatologie. Domicile et numérique, prometteur mais à standardiser. Toujours dans International Urogynecology Journal, Al-Momani R et Al publient Home-Based Self-Management Multimodal Pelvic Health Programs for Urinary Incontinence in Women, a Scoping Review. Scoping Review, 40 études d'essais ou quasi-essais sur des programmes multimodaux, autogérés, à domicile pour l'incontinence urinaire. Les formats sont variés. Livrets, consignes imprimées, supports digitaux, applications, sur 4 à 12 semaines. La plupart combinent exercice du plancher pelvien avec éducation, adaptation comportementale et hygiène de vie, et entraînement vésical. Les outcomes analysés incluent sévérité des symptômes, qualité de vie et adhérence, mais les auteurs soulignent une hétérogénéité importante qui limite la comparaison. Ce qu'on en tire, ces programmes sont crédibles et utiles, surtout quand l'accès aux soins est difficile, mais il faut les rendre pilotables. Pour une équipe, la priorité n'est pas de choisir un outil cool, mais de standardiser ce que le patient doit faire, comment on mesure l'adhérence et à quel moment on considère que ça marche. Autrement dit, c'est une feuille de route pour structurer du télésuivi sans perdre la qualité clinique. Continence masculine, prévenir tôt plutôt que rattraper tard.
Dans World Journal of Urology, Gahan, J.C. et al. Publient Initial Results with an Absorbable Urologic Scaffold to Mitigate Early Urinary Incontinence Following Radical Prostatectomy, The ARID Study. Étude prospective, bras unique, de faisabilité. Un dispositif résorbable est posé pendant la prostatectomie radicale robot-assistée pour améliorer le support urétral. 24 patients, âge moyen 62,9 ans, aucun événement indésirable lié au dispositif. La continence est définie de façon stricte par le poids des protections sur 24 heures, avec retour au niveau préopératoire. La moitié des patients sont continents au retrait de sonde, puis 52,2% à 6 semaines et 76,2% à 6 mois. L'élément le plus instructif est la sous-analyse qualité de pose. À 6 semaines, 80,0% de continence quand le dispositif est jugé correctement placé, contre 0% en cas de pose suboptimale. À 6 mois, 92,9% contre 42,9%. Ce qu'on en tire. Sur ces dispositifs précoces, la technique d'exécution peut faire basculer le résultat. Pour la pratique pluripro, c'est un signal d'organisation. Si cela se diffuse, il faudra des critères de pose, de sélection et de suivi très clairs. Sinon, on va créer des écarts de résultats et des parcours plus longs. Quand l'information manque, la souffrance persiste. Barrière de prise en charge après prostatectomie. Dans World Journal of Urology, Menzel 5 et al. Publient Barrier to Post-Prostatectomy Stress Incontinence Care, Knowledge Gaps, Patient Concerns and Urologist Communication. Des hommes jusqu'à 15 ans après prostatectomie, utilisant au moins 2 protections par jour. Ils sont 99. Les chiffres sont durs. 70% décrivent une fuite continue et 53% utilisent plus de 3 protections par jour. Les protections sont l'aide principale, 97%. Des options comme l'étui pénien ou la pince sont très peu utilisées et 86% ne savent même pas qu'elles existent. Plus central encore, 62% n'ont aucune connaissance des options chirurgicales. Les urologues sont la première source d'information, 88%. Mais l'information ne percole pas. Les freins déclarés à la chirurgie sont très parlants. Je m'en sors avec les protections, 69%, doute sur l'efficacité, 55%, et peur des risques, 44%. Ce qu'on en tire, une partie de la douleur, ici, est une douleur de parcours, faite de résignation et d'isolement. En consultation, demander « qu'est-ce que vous connaissez comme option ?» peut être aussi important que mesurer la sévérité des fuites. Et pour l'équipe, cela justifie des supports pédagogiques standardisés pour éviter de réexpliquer différemment à chaque fois. Suivi à long terme après prostatectomie. Le profil de stockage préopératoire prédit la récupération. Dans Journal of Robotic Surgery, Kimura N. et al. Publient Long-Term Transition of Urinary Status After Robot-Assisted Radical Prostatectomy. Cohorte rétrospective de 243 patients, suivis jusqu'à 5 ans, avec un suivi médian de 65,5 mois. Les symptômes sont au pire à 1 mois, puis récupèrent. Tous les items reviennent au niveau de base, sauf l'urgenturie avec incontinence et l'incontinence d'effort. Les auteurs rapportent aussi que la qualité de vie diffère entre patients, pad free et une protection par jour. Et ils identifient un prédicteur utile. Un score de stockage IPSSS supérieur à 7 est associé à une probabilité plus faible d'être pad free. Hazard ratio 0,50. P inférieur à 0,01 et une protection par jour. Hazard ratio 0,60. P inférieur à 0,01. Ce qu'on en tire, distinguer stockage et effort n'est pas du jargon, c'est un triage. Côté parcours, ça aide à informer mieux, à repérer des patients plus à risque de récupération lente et à éviter des attentes irréalistes qui aggravent la détresse. Innovation, sphincter artificiel électronique. Dans The Journal of Urology, Moser P. et al. Publient First in Human Assessment of the Uroactive Electronic Artificial Urinary Sphincter for Treating Male Stress Urinary Incontinence
SUI. Première évaluation chez l'humain, prospective, multicentrique, en bras unique. 6 hommes, incontinence d'effort gênante, réfractaire. Implantation et activation réussie chez tous. À 1 an, le poids des protections baisse d'au moins 50% chez tous et d'au moins 75% chez 5 patients. L'usage médian passe de 3,7 à 1 protection par jour. Les scores de qualité de vie s'améliorent sur plusieurs outils, sans explantation ni révision sur la première année. Le point de vigilance est que 9 déficiences de dispositifs sont rapportées, toutes liées à la télécommande patient. Ce qu'on mentir. Promesses techniques, mais effectifs très limités. Pour la pratique, cela souligne surtout le rôle de l'accompagnement. L'efficacité dépend aussi de l'ergonomie, de l'éducation et de la gestion des incidents. Sinon, l'innovation peut se transformer en source de stress. Système ajustable Atoms après chirurgie désobstructive. Dans Neuro-Urology and Urodynamics, Stadelmeyer L.F. et al. Publient Adjustable Transobturator Mail System Atoms after désobstructive surgery for benign prostatic hyperplasia. Does the type of désobstructive surgery make a difference? Étude rétrospective de 27 patients traités par Atoms après TURP 17 ou OLEP 10. Les patients OLEP ont plus de tissu réséqué, 95 g contre 26 g, P égale 0,008, et nécessitent un volume de coussin plus élevé, 8,0 ml contre 7,0 ml, P égale 0,035. Mais les résultats de continence sont proches. Continence complète 64,7% après TURP et 80,0% après HOLEP, différence non significative. Les complications et la satisfaction ne diffèrent pas. L'explantation concerne environ 10% des patients et la satisfaction est rapportée élevée. Ce qu'on en tire, pour un parcours pluripro, l'intérêt est d'avoir des repères chiffrés pour informer, cadrer le risque d'explantation et intégrer précocement rééducation et accompagnement. Sport, continence et prévention. L'équitation. Dans Scientific Reports, Zalewski M. et al. Publient Prevalence and Risk Factors of Stress Urinary Incontinence Among Female Horseback Riders in Poland. 100 femmes pratiquant l'équitation. L'incontinence d'effort est rapportée par 36%, avec un impact qualité de vie. Les facteurs associés sont surtout l'âge, l'indice de masse corporelle et les antécédents d'accouchement. L'âge, OR 1,07, et le BMI, OR 1,16, ressortent comme facteurs de risque. À l'inverse, une plus grande taille est associée à un risque moindre, OR 0,92. Les variables de type d'entraînement, fréquence et durée ne sont pas associées de façon claire, sauf une expérience plus courte, corrélée à plus de gènes. Les auteurs concluent sur l'intérêt de prévention et rééducation et sur l'importance d'une prise en charge interdisciplinaire. Ce qu'on en tire. Dépister tôt chez les sportives, y compris jeunes, évite l'évitement, le repli et parfois l'installation d'une hypervigilance corporelle qui entretient douleurs et troubles sexuels. Sexualité après bandelette, rassurer mais prévenir les complications. Dans International Urogynecology Journal, Song M, Wong Tr, Isali I publient Miduretral Slim Surgery, Impacts on Sexual Function and Approaches to Complications. Revue de 98 études. Globalement, la fonction sexuelle s'améliore ou se maintient le plus souvent après bandelette, mais avec une grande variabilité selon la technique, le suivi et le profil. Les auteurs rappellent aussi que certaines complications existent, comme l'exposition de matériel ou la récidive d'incontinence, et listent des options de prise en charge, du conservateur, comme la rééducation du plancher pelvien, jusqu'à des gestes plus invasifs, comme mobilisation ou retrait de bandelette, injection de comblement et reprise chirurgicale. Il conclut sur le besoin d'études au long cours avec des outils validés de fonction sexuelle. Ce qu'on en tire, en clinique, la sexualité doit être discutée avant le geste. Et si une douleur survient, la stratégie doit rester graduée et coordonnée, au lieu d'une succession de tentatives isolées. À surveiller,
Gynécologie régénérative, promesses et niveau de preuve. Dans Revue médicale suisse, Azuaga Martinez A, Fernandez Pérez M, Martinez de Tejada B publie Regenerative and Functional Gynecology in 2025. Promise, Evidence and Current Clinical Applications. Le papier dresse un panorama d'approches biologiques, comme le plasma riche en plaquettes, la toxine botulique et l'acide hyaluronique, et de modalités physiques, comme laser, radiofréquence et photobiomodulation, proposées pour des pathologies vulvaires, la vulvodynie, et des séquelles périnéales postpartum. Le message clé des auteurs est simple, résultats encourageants, mais niveau de preuve encore inégal. Ce qu'on en tire, c'est un champ à surveiller, mais à intégrer avec prudence, en exigeant des outcomes robustes et une information patient transparente. Diagnostic rare qui mime un prolapsus, angiomyxome agressif. Enfin, dans International Urogynecology Journal, Gilles Santos I, Jacome E, publie Aggressive Deep Angiomyxoma of the Female Pelvis and Perineum, presenting as a large pelvic organ prolapse. Il rappelle que l'angiomyxome agressif est une tumeur mésenchymateuse rare, bénigne mais localement invasive, et que la présentation clinique est souvent non spécifique, ce qui retarde le diagnostic. Le cas décrit est spectaculaire, une masse périnéale évoluant depuis 6 ans, initialement interprétée comme prolapsus complet, puis trouvée irréductible d'environ 30 cm, mimant un prolapsus très avancé. Le message pratique est un rappel. Une présentation atypique, irréductible ou discordante doit conduire à reconsidérer le diagnostic et à élargir l'évaluation. Conclusion. Cette semaine, ce qui ressort, c'est moins un grand papier douleur que des leviers de pratique. Dépister la constipation quand on rééduque le plancher pelvien, rendre les programmes à domicile mesurables et combler les trous d'information qui maintiennent des patients dans des solutions de coping pendant des années. Ce sont souvent ces détails qui font la différence entre amélioration rapide et chronicisation. À la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, diffuser.